J'ai des fois la question qui revient, tout le monde n'est pas leader, les autres le sont, ainsi de suite. Le leadership, potentiellement, tout le monde l'a en soi. Maintenant, certains peuvent leader une équipe, un pays, un continent. Il faut au moins leader sa famille. Et pour ça, il faut savoir qui nous sommes. Là, tu as appuyé clairement pour moi sur le bon point. Qui on est avant d'entreprendre, avant de trouver l'idée, avant d'être dans une démarche, vendre un produit ou un service, déjà soi-même, qui sommes-nous? Une fois qu'on est en accord avec ça, tout coule de source, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un repli sur qui nous sommes, mais si on ne sait pas qui on est, comment, dans la rencontre de l'autre, on va apporter quelque chose. Et je dis des fois, moi, je veux bien croiser des Français qui connaissent tous les vins de France, c'est intéressant. Mais un Congolais qui vient pour me dire ça, je trouve qu'il a raté quelque chose. On parle aujourd'hui des causes de préservation de la planète, on a des tourbières de carbone chez nous, deuxième poumon de la planète. Donc toutes ces causes importantes de l'humanité ne peuvent être évoquées sans parler de l'Afrique. Pas comme, en plus comme acteur qui vient vraiment réparer les maux de l'humanité. On en est là. On parle de l'IA. Où est-ce qu'on va trouver des terres rares? C'est en Afrique. Aujourd'hui, en fait, il y a une forme de... C'est comme si, quelque part, on nous envoyait un message pour dire « Rien ne se fait sans vous, il n'y a que vous qui ne le comprenez pas. » Hello! Avant de démarrer cet épisode, cette discussion passionnante avec un expert ou avec un entrepreneur de la communauté, toute l'équipe de Kalimandjaro veut remercier particulièrement notre sponsor, Vers Ailleurs, qui nous permet de réaliser cette nouvelle discussion et d'avoir ces échanges passionnants. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, boostez ces nouvelles fonctionnalités de YouTube parce que c'est aussi grâce à ça que cette chaîne va grandir. Allez, bon épisode. Monsieur Marien Fonengombe, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va toujours, hein? Et toi? Merci, hein. Je suis content d'être là. On est très content. Très content. T'étais déjà passé une première fois, je crois que ça devait être en 2022, 2023. Ouais, 2022, je pense. 2022, à l'occasion de ton livre, Tant que l'Équateur passera par Penda. C'est ça. Et c'est quoi, c'est ton troisième livre? C'était mon troisième livre individuel. Ouais, et sinon, après, j'ai fait des livres collectifs où j'invite des amis à écrire avec moi. C'est mon troisième. Ok. Et là, tu reviens avec une masterclass sur un thème qui, moi, me passionne. Et comme tu me l'as présenté, je sentais que ça allait me passionner encore plus. Pourquoi? Parce que ta masterclass va parler du leadership culturel, d'après ce que j'ai compris. Et là où c'est intéressant pour moi, c'est que ça nous permet de nous ancrer en tant qu'entrepreneurs. Et de dire que, pour nous les entrepreneurs, mais c'est pour notre audience, mais plus largement, de dire que on peut faire ce qu'on a à faire sur nos bases à nous en tant qu'Africains. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Travailler sur ce socle-là qui fait d'abord qui on est avant d'entreprendre, avant de trouver l'idée, avant d'être dans une démarche, vendre un produit ou un service. Déjà soi-même, qui sommes-nous? Une fois qu'on est en accord avec ça, tout coule de source, j'ai envie de dire. Et avant, tu parlais du soft power africain. Oui. Et avant de parler de ça, mais toi, qui tu es? Parce que je pense que là, on va démarrer et après, les gens vont dire, oui, mais c'est qui le monsieur qui parle depuis tout à l'heure? Qui tu es, toi? Moi, je me définis comme un citoyen engagé. Ok. Et j'ai commencé par le livre. Donc, j'ai écrit. J'ai 3 ouvrages individuels, 4 collectifs. Et à côté de ça, j'édite aussi. Donc, c'est la partie livre. Et ensuite, j'ai voulu créer du lien. Créer du lien, créer de la synergie dans la communauté. Et j'étais parti du postulat que quand j'allais dans des événements, il y avait des littéraires, des musiciens, des cinéphiles. Et j'ai lancé un after-work au départ, 2016, je crois, où tout ce public-là se réunissait. Donc, il y avait un écrivain qui venait. So Art. Oui, exactement. Très bien. Ça a duré jusqu'à ce que la Covid arrive, après on a arrêté. Mais j'ai compris que mon but vraiment était de partager. Je suis dans le partage. Et donc, en plus de cet after-work-là, on a réfléchi en 2019 avec des jeunes, des amis, des moins jeunes, créer un cercle de réflexion qui s'appelle les ateliers citoyens du Congo. Quand ça a été créé, on pensait bassin du Congo. Donc, on voulait vraiment mettre l'accent sur les problématiques que nous avons chez nous, proposer des solutions et trouver des acteurs locaux et de la diaspora pour réfléchir à des solutions. Donc, on était généraliste au départ et très vite, mon tropisme m'a rattrapé, la culture, encore une fois. On s'est dit, on va parler de soft power. Parce que quand on parle d'Afrique, on parle beaucoup de minerais, de pétrole, alors que c'est une manne. Par définition, une manne, c'est appelé à finir. Et moi, quand je parle de culture, j'aime parler du diptyque. Il y a créativité et us et coutumes. Ok. Il y a l'intarissable créativité, il y a l'immuable
ce que nous transmettent nos ancêtres. Et je pense que sur ces deux socles-là, il y a beaucoup à faire. Et c'est donc ce soft power-là que je défends depuis. Chaque année, je fais un événement qui s'appelle les Soft Power Days à Brazzaville et à Pointe-Noire, où j'invite les acteurs à parler de cinéma, d'art visuel, de littérature, et de montrer qu'on peut créer une chaîne de valeur, que les entrepreneurs peuvent ne pas travailler en silo, mais en synergie, et vraiment voir éclore cette industrie en Afrique, quoi. Que ça rapporte de l'argent, pour dire les choses. La culture. Absolument. Et ici aussi. Bien sûr. Ici aussi. Quand on parle des ICC, industrie culturelle et créative, c'est 10 secteurs au moins. On sait que c'est plus de 3% du PIB en France. C'est plus important que l'industrie automobile. On le dit pas assez. Absolument. Ah, je savais pas. Donc, EY a fait une étude et c'est vraiment vrai. Mais selon les pays d'Afrique, des fois, c'est plus la musique qu'il faut développer, plus le cinéma, selon différents pays. Mais si on travaille dessus, il y a des dynamiques même continentales pour promouvoir la culture, les industries culturelles et créatives. Et c'est à nous de travailler dessus. Parce qu'on a raté le virage du pétrole, dans le sens où nous avons du pétrole chez nous, mais il a été gagé pour des générations, nombreuses générations après. On n'aura pas le retour vraiment qui nous est dû sur cette richesse de notre sol. Mais n'aura-t-on pas le tournant de la créativité? Il y a tout à faire, c'est intarissable, il y a une jeunesse en mouvement, et maintenant il faut créer les conditions pour entreprendre. Il y a cette phrase-là de Fari que je cite souvent, peut-être, je sais pas si tu l'as entendu, il dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui se cache, derrière chaque rappeur, il y a un homme blanc qui prend du cash. Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu cette phrase. Et à chaque fois que j'y pense, c'est l'idée pour moi de me dire, ou ça me conduit à me dire, il faut que derrière ces rappeurs qui font du cash, on ait des gens comme nous, plutôt, en tout cas des gens de nos origines, parce que c'est une manne financière aussi. Et notamment, quand on prend les billboards, ceux qui génèrent le plus de revenus aujourd'hui, c'est nous, le Congo déjà, majoritairement, mais les Noirs au sens large, l'Africain, l'ultramarin. Et donc, c'est toute une manne qui peut servir à dynamiser notre société, finalement, ou bien notre communauté. Et qu'est-ce que votre action à vous, les ACC, l'ACC, l'atelier citoyen, c'est ça? Du Congo, les ACC, les ACC. Comment est-ce que vous impactez concrètement cette industrie? C'est toujours difficile à dire parce que nous, on est parti sur le soft power. On nous a dit oui, politique d'influence, au moins un État séduit, il se passe quoi? Nous, on a fait en Afrique, on est très bas sur la pyramide de Maslow. Qu'est-ce qui se passe? Mais tout commence par des idées. Faut le dire à la communauté. Souvent, on dit, c'est pas concret, vous parlez, mais il faut parler avant. Prenez les grandes sociétés qui se sont émancipées, qui sont prospères. Il y a d'abord une réflexion, une vision. Faut qu'on la pose, la vision. Donc nous, modestement, on pose la vision. Et après, ce qu'on fait, on pose des actes symboliques. Nous, à notre niveau, on a accompagné des artistes musiciens. La musique, c'est important dans les ICC, surtout au Congo. Pour moi, c'est l'art roi. Par la musique, on peut faire entrer beaucoup de choses. Un projet musical peut apporter, s'il y a des clips à faire, l'industrie cinématographique, ça peut être la BO d'un film, enfin. Bref, il y a un travail à faire dessus. Là, par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur la première comédie musicale sur la rumba congolaise. Ce n'est pas rien. Donc, une comédie musicale, ça va employer, on aura une trentaine d'emplois, même ponctuels, créés, et différents secteurs, autant l'éclairagiste, scénariste, danseurs, et ainsi de suite. Voilà le genre d'impact que nous avons. Mais ça reste quand même assez modeste. Nous n'avons pas de moyens importants. Et quand nous posons des actes, c'est pour interpeller ceux qui ont plus de moyens pour le faire, dans le privé, mais aussi nos politiques, ceux qui gouvernent, à prendre des décisions pour créer cet écosystème que nous avons du mal à créer. Mais nous, en fait, on est des lanceurs d'alerte quelque part, mais on accompagne notre réflexion par des petites actions. Ok. Oui. Parce que je me souviens au tout départ, quand tu as lancé, tu parlais d'un think tank, mais après, tu as employé, je crois que c'était la première fois que j'ai entendu. Voilà, exactement. Exactement. Première fois que j'ai entendu ce mot-là, le do tanks, et c'est ça. Donc, la partie do, c'est par ces actions concrètes-là que tu as évoquées, quoi. Exact. Ok. Et, du coup, maintenant, tu bascules du soft power au leadership africain. Qu'est-ce qui a fait cette bascule? Alors, j'ai toujours du mal à trouver l'origine des choses. Après, on a toujours plein d'idées. Certaines aboutissent, d'autres n'aboutissent pas. Mais quand je prends du recul, a posteriori, je me rends compte que c'est la même démarche. Le soft power, c'est une réflexion en entonnoir. Donc, on parle des pays. Une réflexion macro, je dirais, où le pays doit se vendre, attirer par ses valeurs, par sa culture, par son histoire, par son storytelling. Chaque pays a une histoire qu'il faut raconter et qu'il faut que les fils d'Afrique se réapproprient. Mais en fait, finalement, dans chaque famille, il y a les mêmes problématiques. Et pour chaque personne, il s'agit de se réapproprier son histoire, son storytelling, les récits fondateurs de la famille,
Et à partir de là, il y a un leadership qui est fait. Moi, je parle de leadership, c'est un peu galvaudé, tout le monde dit leadership, il y a quoi derrière? Mais l'idée, c'est être pleinement en position de ses capacités. Si naturellement, on a travaillé sur l'estime de soi, on sait qui nous sommes, et un leader, c'est quoi? C'est une personne qui fédère, c'est une personne qui a une vision. Tout à fait. Et quand on a fait ce travail en amont, naturellement, on fédère, parce qu'on est aligné sur ses valeurs, on a une vision claire, on acquiert même des valeurs d'intégrité, et naturellement, quand on parle des 7 qualités du leader, qu'il soit dans l'écoute, dans la communication, qu'il ait la vision, qu'il soit résilient, et quand on a travaillé sur l'estime de soi et sur qui on est, naturellement, ces qualités, on les développe. Après, j'ai des fois la question qui revient, tout le monde n'est pas leader, les autres le sont, ainsi de suite. Le leadership, potentiellement, tout le monde l'a en soi. Maintenant, certains peuvent leader une équipe, un pays, un continent. Il faut au moins leader sa famille. Et pour ça, il faut savoir qui nous sommes. Combien d'argent dort sur votre compte actuellement? Combien de projets restent en attente faute de financement? À quel point vous payez trop cher vos assurances et vos frais bancaires? Le cabinet Vers Ailleurs est là pour vous avec une mission, c'est faire en sorte que votre argent travaille aussi dur que vous. On a reçu Stéphanie Régnier sur le podcast. Vous l'avez écouté, vous avez vu comment elle est smart. Sa mission, c'est de faire en sorte de transformer votre argent en machine à créer de la valeur. Il faut que votre argent travaille pour vous. Investissement responsable, courtage immobilier, son cabinet maîtrise tous les leviers pour optimiser au maximum et augmenter le rendement de votre argent. Ne laissez plus votre argent dormir, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez absolument. Et en plus, si vous connaissez bien Stéphanie, que vous avez écouté son podcast et que vous avez un peu investigué, vous allez voir qu'elle est déclarée à l'ORIAS, qu'elle est assurée, que tout le cabinet est organisé de manière professionnelle et de manière excellente. On est loin de tous les coachs d'Internet qui s'improvisent conseillers financiers. Là, on est sur quelque chose de extrêmement professionnel. Si ça vous parle, allez sur le site Vers Ailleurs. Vous avez le lien en description du podcast et passez au next step de votre patrimoine. Là, t'as appuyé clairement pour moi sur le bon point. Et pour moi, c'est la réponse que je fais à toutes les personnes qui me posent cette question-là et qui me disent oui, mais je suis pas un leader. Les leaders, comme tu l'as dit, celui qui va fédérer. Donc, mais dans une famille, il faut qu'il y ait un leader. Alors, c'est l'homme, c'est la femme, ça dépend des maisons, ça dépend des traditions. Mais il faut qu'il y ait une personne qui donne une vision et qui amène les enfants et les parties prenantes de la famille à aller dans une direction que vous voulez. Et si c'est pas parce que t'es pas leader de toute une communauté ou de tout un pays ou autre que tu peux pas être leader de ton cercle le plus restreint et nucléaire, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut que chacun développe les qualités nécessaires pour permettre d'amener sa famille vers un progrès nécessaire, quoi. Absolument. Il y a aucun doute là-dessus. Maintenant, là où ça va être intéressant, c'est comment est-ce que cet alignement dont t'en as parlé en termes abstraits, j'aimerais bien voir un peu de manière un peu plus concrète. Mais c'est quoi pour toi un leader africain? Quels sont les fondamentaux de ce leadership-là? Qu'est-ce qui fait, selon toi, que c'est une force? Enfin, voilà. Est-ce que tu peux aller plus en détail là-dessus? Oui, je peux aller plus en détail. On l'a évoqué lors de la première masterclass avec Mohamedou Dem notamment. On a parlé du réseautage bienveillant. J'ai aimé le concept. Et aujourd'hui, tout le monde parle de réseau. C'est à la mode. On connaît Black Network, pour pas citer Black Network, qui fait un travail énorme. Merci. Mais c'est pour dire que comment on peut apprendre le réseautage à un Africain qui sait d'où il vient. Je veux dire qu'on n'est qu'une société de réseau. Regardez comment on éduque nos enfants. C'est-à-dire que déjà, ça a l'air anecdotique, un enfant dans une famille appelle tous ses oncles papa. C'est-à-dire que la figure du père est partagée parfois par 12 personnes. En termes de réseau, c'est énorme. On sait que le premier réseau, c'est la famille nucléaire. D'abord ça. Et après, ici, on parle des fois en France de cousinade. Les cousins se retrouvent, ils ont 25 ans. Ils mettent des mots sur des choses que nous n'appelons même pas. Beaucoup de choses sont faites de manière instinctive. Les cousinades chez nous, mais il en pleut. Et c'est encore un autre réseau. Et après, sur le lieu du travail également, je pense que, voilà, il y a déjà ce lien-là, le leadership culturel. Ils travaillent sur ça naturellement. Il faut qu'ils se souviennent de ça et qu'ils le vivent naturellement. Et autre chose, il y a une façon de l'idée. Il y a une qualité d'écoute. On parle beaucoup de la qualité d'écoute. Mais ça, c'est très africain. Nous, moi, j'aime prendre l'exemple du mbongi. À l'époque, donc l'arbre à palabre. Et à l'époque, il y avait quelque chose qu'on appelait le bâton de la parole, traditionnellement. Donc, celui qui parlait avait le bâton de la parole. Quand il finissait, il transmettait le bâton et l'autre prenait la parole. Donc, on ne se coupait pas la parole. Qualité d'écoute dont on parle, chacun théorise dessus. Mais ça a déjà été nos réalités africaines. Moi, le premier, je l'ai oublié. Mais travaillant à ça, ne
soyons pas fainéants sur ces questions-là. C'est ça le sujet. Repartons, essayons de comprendre qui nous sommes. Ouais. Et je pense qu'on te taxe des fois de ça également. Ce n'est pas un repli sur qui nous sommes. Mais si on ne sait pas qui on est, comment, dans la rencontre de l'autre, on va apporter quelque chose. Et je dis des fois, moi, je veux bien croiser des Français qui connaissent tous les vins de France, c'est intéressant. Mais un Congolais qui vient pour me dire ça, je trouve qu'il a raté quelque chose. Chez nous, il y a au moins 6-7 façons de faire le manioc au Congo. Le Mongwele, le Nguru-Yaka, tout ce qu'on veut. Je les connais pas toutes ces façons-là. Il faut que je travaille dessus. Dans un dîner, parce que c'est ça la question souvent, c'est des dîners qu'on brille, on échange. On brille dans un dîner, à la fin, ça finit par la signature d'un contrat. Faut le dire. Et moi, je pense qu'en donnant ces différentes façons de faire le manioc, comment le raffia se fait, quand on est en face un Chinois qui nous parle de Confucius, un Japonais qui nous parle de l'ikigai, ben, ils sont très intéressants. Ils sont plus intéressés par ça. Il y a des conséquences factuelles, parce que c'est le sujet. Les entrepreneurs, à un moment donné, c'est ces échanges qui créent le business. J'ai travaillé pour un cabinet d'avocats sans être trop long. Je me souviens, je vais pas le nommer. L'associé gérant voulait dealer avec les Japonais. Oui, c'est ça. Mais pour dealer avec les Japonais, il devait sortir avec eux, boire l'alcool japonais. Il fallait connaître les us et coutumes. Et ce qui est drôle, il a appris des choses, c'est qu'il arrive que pendant des réunions, certains fassent des micro-siestes. C'est pas un manque de respect. Culturellement, apparemment, ça arrive. Je ne le savais pas. Mais voilà. Et il faut qu'on travaille sur nous. Et quand l'autre a l'impression que tu es entièrement toi-même, il a de l'intérêt pour toi. Sinon on perd le deal, il est perdu quelque part. Non, c'est pour ça que quand tu m'as parlé de ta masterclass, je t'ai dit, ça c'est totalement le genre de sujet qu'on doit promouvoir sur Kalimandjaro. J'avais une chronique à l'époque qui s'appelait Ubuntu Business et j'essayais de montrer comment est-ce qu'on fait du business à l'africaine. Et l'idée qui était derrière, c'est parce que je voyais que comment il s'appelle, Bernard Arnault, par exemple, quand il allait en Chine pour faire du business, il y avait le guanxi, il était obligé d'appliquer le guanxi, tu vois. Et là, il y a un podcast qui est sorti cette semaine de Carlos Ghosn, le boss de Renault. Nissan, et il expliquait que au Japon, quand il a pris la tête de Nissan, il y avait plein de choses qu'il pouvait pas faire. Par exemple, il pouvait pas remettre en cause les contrats des prestataires et des fournisseurs parce qu'ils ont un truc de Kirishu, je crois, qui fait que ça se fait pas, en fait, tu vois. Ou que les anciens, quand ils ont un poste, même si toi t'es plus jeune, bah tu dois respecter le droit d'aînesse. Et quand j'écoutais, je me suis dit, mais en fait, nous on a grave des trucs. Mais nous, on dévalorise. C'est ça. On dévalorise notre identité. Tout de suite, c'est des trucs archaïques, c'est des trucs de tonton, c'est des trucs de sauvage. Nous-mêmes, je parle même pas des autres. C'est nous-mêmes, on dévalorise. Et le fait que toi, tu prennes le soin de travailler ces sujets-là pour les valoriser, je me suis dit, mais là, faut qu'on le pousse au maximum. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre, tu vois. Vraiment en quoi est-ce que c'est fondamental d'avoir ça? Ce que tu as dit, par exemple, c'est que quand tu parles avec l'autre et que l'autre sait que tu es ancré dans tes valeurs, c'est du respect au final. Absolument. Alors que nous, on croit que il faut qu'on soit malléable ou plutôt qu'on soit poreux à tout ce qui vient de l'autre pour pouvoir être respecté. Mais c'est pas du tout le cas. Est-ce que tu as réfléchi sur ce sujet, j'imagine? Absolument. La question de la porosité, c'est vrai. Et c'est comme ça que la Chine s'est réveillée longtemps après. Elle n'était pas poreuse, contrairement au Japon. Finalement, elle a tellement conservé son identité propre que la Chine ne se fatigue pas à vouloir convaincre les autres, sauf si maintenant elle travaille un peu sur son soft power. Mais il faut qu'on passe du temps à travailler sur nous. On passe tellement de temps à vouloir être bien dans le regard de l'autre. C'est un vrai problème. Vraiment qu'on travaille dessus. Après, ces questions-là, c'est des questions qui sont longues. Il faut travailler. On a un souci sur l'estime de soi. Alors que l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Il y a l'impression de compétence, il y a surtout l'appartenance à un groupe. Et l'estime de soi, c'est la base. Et l'appartenance à un groupe, c'est bien ça, revenir à qui tu es finalement. Parce que je vois des Africains, moi je discute avec tout le monde, mais qui se perdent à ne plus savoir qui ils sont. Je discute des fois de la question de l'accent. Bon, au Congo, on n'a pas trop d'accent, en Centrafrique non plus. Mais il faut l'assumer des fois. Des fois, quand on n'est pas compris, on fait un effort, mais il faut l'assumer des fois. Et moi, je m'amuse à dire dans mes masterclass, mon nom, on dit Ngombe, mon nom, c'est Ngombe. Rien que ça. Ça paraît anecdotique, mais rappelez aux gens comment on prononce vos noms. On a l'habitude d'entendre Mbappé. C'est les trucs. Même ça a l'air de des Congolais qui disent Mbappé, je dis. Oui. Vraiment. Même moi, je tombe dans le piège des fois. Mais ouais? Oui, parce qu'on s'oublie, et puis la société est tellement forte que des fois, on s'oublie. Mais arrêtons-nous à un moment donné et revenons sur ces choses-là. Et moi, j'aimerais bien creuser le truc, notamment par rapport à nos entrepreneurs. Mais en quoi est-ce que c'est un avantage concurrentiel pour toi, ça? C'est un avantage sur plein de choses. Aujourd'hui, on parle d'un business, par exemple. Moi, je dis il y a deux sujets quand on parle de leadership culturel. Il y a la façon dont on lead ses équipes.
On parle aujourd'hui de management interculturel et tout Tout à ça. fait. C'est pas tout à fait ça. Pour moi, je dis déjà soi-même qui en est et qu'est-ce qu'on propose. Et après, je dis que les entrepreneurs ont aussi des idées à puiser dans leur culture, tout simplement. On parle beaucoup de, c'est quoi, les secrets de Loli, Ouais. qui a réfléchi sur les cheveux texturés, comme on dit, cheveux noirs. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que comment dire, la coiffure chez nous, c'est pas que tresser, il y a un rôle social. Tout à fait. La culture africaine est tellement forte que même tresser un enfant, c'est de la transmission. L'image à avoir, c'est la grand-mère qui a sa petite fille entre ses jambes, qui la tresse. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Des discussions de famille, des discussions qui se transmettent, et c'est là qu'on puise des choses. Et au final, elle a ce business, mais ça vient d'un contexte culturel. Et aujourd'hui, elle fait le chiffre d'affaires que l'on connaît, elle a la notoriété que nous savons. Voilà. Il y a un autre exemple d'une femme sénégalaise qui s'appelle Fatou Diop, pas l'écrivaine, mais s'appelle Fatou Diop. Elle a lancé la e-tontine, sûrement la première, début des années 2000. Elle avait une trentaine de personnes. Et donc, elle a fait culturellement la tontine, on sait ce que c'est. Il y a des fonds, chacun met une quote-part, et chacun touche, chacun son tour, et ainsi de suite. Et elle a eu quoi? En 2019, elle a dû faire 80 millions de chiffre d'affaires en francs CFA. On est en CFA. On est en CFA, je te rassure. Comment on connaît pas cette personne? Ok, d'accord. Et donc après, il y a beaucoup de tontines qui naissent aujourd'hui, de e-tontines qui naissent, mais ça aussi, c'est culturel. Et je parlerai même pas de tout ce qui sont dans les maroquineries, avec une confection qui est vraiment traditionnelle, qui fait que... Donc, il y a des réalités. Concrètement, ça se traduit en business. J'ai d'autres exemples, même pour ceux qui font la sculpture capillaire. On a reçu Nadine Mateki, qui fait des tresses, en fait, mais structurées, des tresses... Tu te souviens on disait que c'est Jacques Attali qui était passé chez Blue Kitchen pour dire que dans les façons dont les Africains tressaient, on voyait bien les origines des fractales. Oui, j'avais entendu ça. Et donc Nadine, elle le fait. Et les masques aussi. Et les masques aussi. Ouais. Donc, héritage culturel, elle répond à un besoin. À la base, elle répond à la communauté. Mais aujourd'hui, elle tresse, elle va à Cannes, elle participe à des événements ouverts parce qu'à la base, elle puise dans son enracinement. Simplement. Donc toi, tout ce que tu dis, c'est que finalement, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de puiser dans ses racines pour développer un business avec un produit ou un service qui est directement lié à ça. Et après, la deuxième chose, c'est de puiser dans ses racines pour interagir avec l'autre, même si on est sur un business qui est tout ce qui est de plus classique, quoi. Voilà, pour créer du lien. Voilà, un lien authentique. Exactement. On peut l'emmener un peu plus loin qu'un lien qui est en surface. Ok. Et il y a une phrase que tu dis souvent qui est « l'âme précède la technique ». Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment un ancrage identitaire aide-t-il à surmonter l'adversité et le syndrome de l'imposteur? Oui, ça, c'est un vrai sujet sur le syndrome de l'imposteur. Je parlais de l'estime de soi. L'ancrage permet de travailler sur l'estime de soi. Et je pense que, mais ça, c'est valable peut-être pour tout le monde, c'est qu'il faut travailler faut célébrer ses petits succès. On le fait pas assez. Travailler sur l'imposture que l'on ressent, c'est ça, célébrer ses petits succès. Mais l'estime de soi, l'ancrage, qui nous sommes, accepter ses limites, célébrer ses succès, ça peut aider. Après, c'est un travail qui est monstre, quoi. Parce que souvent, on identifie le syndrome de l'imposteur, mais les vraies raisons sont vraiment enfouies en soi. On a la même compétence. Pourquoi on se sent moins valable que l'autre? Je pense qu'il y a un travail sur soi, sur qui tu viens, revoir son arbre généalogique, revoir des figures fortes de son arbre généalogique, c'est important. Quand on te dit que tu descends dis n'importe quoi, de Cheikh Anta Diop, s'il est pas loin, voilà, il y a quelque chose. Je connais une amie qui s'appelle Ndeye Fatou Kane, qui est écrivaine, qui descend de la Grande Royale. Donc, le bouquin de Cheikh Hamidou Kane qui parle de l'aventure ambiguë, le titre, l'aventure ambiguë. Elle, quand elle convoque ça, elle est moins âgée que moi, forcément, elles se sont habitées par une grandeur. J'espère que je te la présenterai. On viendra sûrement dans une masterclass. Et voilà. Descendante de l'écrivain Cheikh Hamidou Kane. Donc, il y a une lignée comme ça qui fait que même si elle est dans une situation où des fois, il n'y a aucune raison qu'elle se sente au-dessus de l'autre, c'est pas la démarche. Mais en tout cas, elle est habitée. Il faut être habité par qui nous sommes réellement et par ceux qui nous ont précédés. Du coup, ce que ça suppose, c'est de faire ce travail-là, de rechercher son arbre généalogique, de rechercher son histoire, et finalement se créer un storytelling, tu vois. C'est ça. Moi, j'arrête pas de dire, par exemple, que mes grands-pères, mes ancêtres sont venus de la Nubie, ils sont descendus tout juste que en République, au bassin du Congo, il y a une partie qui est partie au Congo, une partie qui est partie en République centrafricaine. Et j'utilise toujours ça pour dire, mais attends, eux, ils ont fait tout ça
tu vois. Ils sont battus, mon père qui est venu, son combat, Mm. et donc moi je suis là, je vais être lazy, c'est pas possible, tu vois. Ouais, je t'ai déjà entendu dire ça. Je le dis souvent, hein, Oui, c'est vrai. tu vois. Et donc c'est cette histoire-là. Ouais. Mais ça suppose de faire ce travail-là, de ne pas repousser ses racines. C'est ça aussi peut-être, non? Il faut vraiment faire ce travail, repartir. On appelle ça la psychogénéalogie. C'est une science qui est controversée, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais je pense qu'il faut refaire son arbre généalogique professionnel. Qu'est-ce que faisait mon père? Qu'est-ce que faisait ainsi de suite? Je parlais de Nadine Mateki, on a rigolé parce que je lui disais, Nadine, finalement, je crois que son père était, non, je sais que son père était architecte. Ok. Peut-être qu'il a pu reprocher à sa fille de faire de la sculpture capillaire, des cheveux. J'ai dit, mais finalement, Nadine, vous faites la même chose. Tu le fais pour le cheveu. Donc, il y a une réconciliation, il y a un sens dans tout ça. Et elle a appris à tresser par sa grand-mère. Donc, le lignage, il y a un respect dans la transmission. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Et le travail aussi, je parlais pendant la dernière masterclass de ce qu'on appelle les récits fondateurs. Ouais. Chaque famille a un truc. Ouais. On a toujours un oncle qui dit, ah, moi j'ai un oncle qui avait fait la guerre, tout ça, ça a l'air de rien. Ça forge quelque chose. Ouais, les nations le font. On parle de destinée manifeste quand on parle des États-Unis. Pays de la démocratie, de la liberté. Mais les Américains ont ça. Ouais. Ils font l'American Pledge of Allegiance, des enfants au primaire. Je suis américain, je suis fort, ainsi de suite. C'est basé sur quoi? Sur rien, si ce n'est... Il y a de l'endoctrinement peut-être, mais je pense que ça structure la pensée, ça structure son être. Comme on dit qu'il faut dire aux enfants qu'on les aime, ainsi de suite. Il faut rappeler à chaque enfant sa grandeur. Chaque famille, il faut chercher ce récit fondateur, cette figure forte, et on la porte avec nous. Moi, je suis d'une ethnie qu'on appelle les Makois. Okay. Les Makois, on dit qu'ils sont très fiers. Moi, j'ai grandi avec ça. Donc, je me sens habité par ça. J'ai été un Makwa après 30 ans, mais je suis un Makwa. Parce que mon père a fait ce travail. Ouais. Une ethnie fière, qui sait dire non, qui est élitiste. Je sais pas ce que je gagne de tout ça, mais en tout cas, ça me structure dans mon inconscient, dans mon subconscient. Bien sûr. Et notre travail, il est là-bas, en fait. C'est au niveau du subconscient qu'il y a des choses qui ont été brisées par l'histoire. Ouais. C'est un long sujet et que chacun fasse sa part de reconstruction. Et quand on se réapproprie ces histoires-là, on se les raconte, on se les transmet. Ça fait son travail. Donc, t'es allé au village, oui, Makwa. J'étais à Makwa. Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'arrive à Makwa, je pose le pied à Makwa, il pleut. Moi, je crois en ces choses-là. Ouais, les ancêtres me bénissent. On connaît. Et je dis aux gens, les gens sont très écartelés. Mais lui, il est pas quelqu'un m'a dit, mais Ciara n'est pas chrétienne, elle est partie au Bénin. J'ai dit, ça, c'est une réflexion en surface. Tu dis ça parce que Ciara, là, récemment, elle vient d'avoir... C'est ça. Il y a 2-3 jours, là. Il y a 2-3 jours. Elle vient d'annoncer qu'elle a la nationalité béninoise. C'est ça. Le travail qu'on doit faire, ce travail-là, j'étais au village, on le disait, ça m'a fait un bien grand fou. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais écrit mon roman, je l'avais pas terminé. Je voulais aller au village pour m'imprégner de quelque chose pour écrire le dernier chapitre. Okay. Parce que voilà, c'était un peu trop fantasmé, il fallait du concret. Donc j'ai appris des traditions. Pour le village, j'étais assez déçu parce que je voulais voir des choses très traditionnelles. T'as vu que ça a été modernisé, ça a été trop modernisé. T'as combien de kilomètres de... T'es plus côté Pointe-Noire ou côté... Dans le nord. Toi, t'es du nord. Donc j'ai 7 heures de route. Donc j'ai laissé les gens imaginer, 7 heures de route, c'est pas, je peux pas y aller tout le temps. Mais voilà, on se ressource, ça fait du bien de rencontrer une part de sa famille, rester là-bas, qui raconte encore des légendes familiales, sa structure. Et justement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que bon, les gens te connaissent pas. Ouais. Moi, je sais que tu es quand même d'une lignée, tu vois, avec un père qui a fait des choses. Comment est-ce que tu peux parler de ça? Parce que vu qu'il veut pas venir sur le podcast pour expliquer. On va y arriver. Je sais que tu m'en as beaucoup parlé. Chaque année, il y a un moment où je te dis, mais il faut qu'on reçoive Tamaris. Mais il va venir. Mais qu'est-ce que ce qu'il a fait, déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que lui, il a fait? Oui. Et comment est-ce que toi, tu te sers de tout ça dans ta vie de tous les jours? Et comment est-ce que ces récits à lui, tu te servent à toi, tes frères, ta sœur? Parce que quand je vous vois, je vois qu'il y a ce clan, il y a cette réflexion-là de famille. Enfin, je pense qu'il y a, toi-même, dans ta vie personnelle, t'appliques beaucoup tout ça. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Non, mais on doit beaucoup à mon père qui a été quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Déjà, je m'appelle Marien parce qu'il a été ministre sous Marien Ngouabi, qui est un président du Congo, pour ceux qui connaissent un peu le Congo-Brazzaville. Il a été ministre sous Marien et après un passage en politique, et il a édité les plus grandes des années 90, Kofi, Saïko, ceux qui connaissent. Et vraiment, voilà, il a été très impliqué par rapport à ça. Il a aussi en parallèle un parcours spirituel important. Il dit qu'il était un chercheur spirituel. Okay. Donc mon père, c'est important que je le dise parce que ça me décomplexe. Mon rapport à la spiritualité est très décomplexé. À la religion. À la religion est très décomplexé. Moi, j'ai été baptisé chez les musulmans, je le dis peu, je m'appelle Ismaël, je ne pratique pas. Ah ouais? Ah, je savais pas du tout. Ma mère est protestante, mais j'ai grandi dans une famille catholique. Ok.
Donc, ça m'a permis d'avoir je suis très à l'aise pour parler de religion. Il n'y a aucun dogme qui m'empêche de réfléchir. Et mon père a toujours dit, une religion doit parler à ton intelligence, sinon tu ne peux pas vraiment adhérer à la religion. Tout à fait. Donc, il a lu les livres sacrés de toutes les religions monothéistes. Donc, il peut te parler du Coran, il peut citer des sourates, il peut citer des psaumes. Et pareil pour le livre des Juifs, le nom m'échappe. La Torah. La Torah, autant pour moi. Donc, il a travaillé sur toutes ces questions-là pour dire que la spiritualité, c'est pas le dogme, c'est son rapport à l'invisible, son rapport à ce qui nous dépasse, son rapport à la nature. Et quand les Africains auront compris ça, ils comprendront que ce rapport à l'invisible, si nos ancêtres l'avaient déjà, allons questionner cette connaissance. Et après, on prendra le livre qu'on veut. Et un livre, c'est pas ça l'essentiel, pour caricaturer. Donc, mon père, j'ai dit beaucoup de choses, a fait tout ça, était très engagé, et donc c'est un Makoua, il a transmis quand même le goût de la culture et le goût de l'effort. Je me souviens, on n'était pas mauvais à l'école, mon père disait des fois, pourquoi t'es oisif comme ça? Je dis, non, mais c'est bon, j'ai de bonnes notes. Il dit, donc, tu sais tout ce qui se passe dans le monde. Donc, si je te dis de me citer les coléoptères, ainsi de suite. Donc, c'était important de se cultiver, d'aller chercher toujours plus loin l'information. Après, il était intègre. Il a été approché pour avoir certains postes. À un moment donné, il était plus en adéquation avec ce qui se faisait au Congo, le président actuel notamment. Il a pris du recul par rapport à la politique. Donc, voilà. Et il nous a nourris de toutes ces choses-là. Et après, quand on s'est lancé dans la culture, c'est vraiment là, la culture chez nous. Mon frère est dedans, producteur de musique. Ma sœur est dans la communication à la base. Elle a un vrai tropisme pour la culture. Elle a écrit un livre aussi. Donc, on essaie de faire notre part. On a toujours cette ambition de vouloir marquer notre passage sur Terre. C'est encore très spirituel. On a tous une mission de vie. Et je pense qu'il faut trouver sa mission. Je pense avoir trouvé la mienne. Et après, on est dans son sillage. Moi, je suis pas surpris que tu me reçoives. Je suis pas surpris que les gens adhèrent à mon propos parce que je ne triche pas. Beaucoup de gens trichent. On est à l'ère d'Internet, on fait semblant, ça tient pas sur la durée. Tanguy et moi, on se connaît, ça fait 15-20 ans qu'on fait ces choses-là. On le fait encore. Et on verra pas notre résultat, Tanguy. Les gens sont derrière l'écran, tu n'imagines pas les gens que tu inspires. Ils te disent, ah ouais. Et il faut pas chercher à voir le résultat. Faut le faire. Et on remarquera, c'est valable pour les artistes, même pour les hommes politiques, c'est à titre posthume qu'on nous reconnaîtra. Quand tu as intégré ça, t'as pas beaucoup d'attentes. Oui, mais je suis d'accord. Sur le principe, je suis d'accord. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que tu ne vois pas les résultats, parce que tu as besoin de voir les résultats pour continuer, des fois. Ça fait partie du carburant. Mais quand tu ne vois pas les résultats et quand tu as conscience que tu ne verras pas les résultats, que peut-être c'est tes enfants, tes petits-enfants, et là, il faut qu'il y ait autre chose qui te conduise à maintenir l'effort. Et là, je pense qu'on rentre dans la vision, on rentre dans les croyances fondamentales, la culture et autres. Et c'est là où ton message, je pense qu'il est important, tu vois. Qu'est-ce qui fait que toi, malgré le fait que tu sois conscient que tu ne verras pas les résultats de ton vivant, eh bien tu continues. Parce que, comme tu as dit, ça fait 20 ans. Moi, je te vois. Là, j'avais oublié So Art. C'est là, maintenant, quand tu n'as pas été, je suis rapide. Je dis, mais non. Même ma femme, elle avait fait le traiteur pour ton événement et tout. Ça fait longtemps qu'on fait des choses. Mine de rien. Mais, non, mais faut célébrer les petits succès. Nous, on a commencé quand on faisait les Soft Power Days, on payait tout de notre poche. On était 30, on se cotisait, on faisait. Aujourd'hui, on a des sponsors qui couvrent nos frais. Pas mal, déjà. Tout à fait. Et donc, c'est déjà ça. Pouvoir faire ce qu'on aime sans qu'on laisse trop de plumes financièrement, c'est déjà une bonne chose. Tout à fait. Et après, c'est travailler sur sa vision. Je reviens encore aussi des Japonais qui parlent de l'ikigai. Pour l'alignement entre quoi? La passion, donc ce qu'on aime faire, la vocation, ce qu'on sait bien faire, la profession, c'est pourquoi on peut être rémunéré, et la mission. C'est pourquoi nous sommes là. En quoi on peut être utile à la communauté, sens communauté, petite communauté, à l'humanité après. C'est juste ça, en fait. Et toi, quelle est la contribution? Parce que quand tu parles de leadership africain, quand tu parles de soft power, on a en bac cette idée quand même que l'Afrique peut contribuer au monde. Et quelle est la mission, selon toi, de l'Afrique pour le monde? C'est une question. C'est une grande question. Une question. On avait parlé de ça avec Jean-Claude Barny, le réalisateur de Fanon, notamment. D'accord. Et il a dit, quelque chose avec lequel moi je suis aligné, il dit que l'Afrique doit contribuer, est là pour humaniser le monde. Tu vois. Ben oui, parce qu'en fait, j'ai envie de dire que nous sommes le futur. Je remarque une chose, on parle aujourd'hui de management responsable. Tout le monde veut faire des retraites. Tout le monde veut ralentir le rythme. Tout le monde veut respecter la nature. Prenez le peuple Aka. C'est un peuple chez nous, les peuples autochtones qu'on appelle pygmées. Les pygmées, péjorativement. Ils ont un respect de la nature. C'est naturel. Tout ce que je dis, le rapport aux anciens, c'est même pas pensé.
Donc, c'est eux un peu le rayonnement aussi de qui nous sommes, parce que nous avons été un peu, on a rencontré l'autre, on a changé, mais voilà qui nous sommes naturellement. Donc, l'Afrique, qu'on le veut ou non, tout le monde dit c'est l'avenir, c'est l'avenir. Oui, on peut le dire comme ça. Dans tous les cas, notre mode de vie, notre vision du monde inspire. Juste qu'il faut que nous écrivions à un moment donné. Théophile Obenga a été décoré récemment. Je trouve qu'il n'a pas assez parlé. Moi, je reproche beaucoup de choses par rapport à Théophile Obenga. Ça t'a pas choqué quand il a été décoré? Ça m'a pas choqué, mais ça m'a pas ému plus que ça. Ok. Voilà. On n'a pas besoin de le décorer pour reconnaître la sommité que c'est. Mais le travail de transmission, je sais pas s'il a été bridé à un moment donné. En tout cas, au Congo-Brazzaville, on ne l'entend pas assez. Aujourd'hui, il n'a plus la force, il n'est plus dans la force de l'âge. Mais il faut, déjà, les questions de panafricanisme, c'est un vrai sujet. Hein. Je rentre sur quelque chose très délicat que tu connais très bien. Mieux que moi, probablement. C'est le meilleur endroit pour parler de tout ça. Il faut quelque part dépoussiérer ça. On a trop été dans la posture. Il faut dépoussiérer ça. C'est une réflexion. Il y a une connaissance à transmettre. Et à transmettre à tout le monde, en fait. C'est en ça que l'Afrique, c'est l'avenir. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher chez Confucius ou chez les Japonais, l'Afrique, il faut juste l'écrire et le transmettre. On parle de l'Ubuntu, c'est restrictif. Il n'y a pas que ça en Afrique. Non, c'est restrictif. On ne peut pas, c'est très bien, on ne peut pas nous résumer à ça. On a eu des conquérants. On n'est pas que des... Non, j'entends ce par exemple. Oui, je vois très bien. Et puis après, il y a des spécificités propres. L'Ubuntu, c'est Desmond Tutu, c'est Madiba. Enfin, c'est... Voilà. Ça a été très incarné en Afrique du Sud. Très bien. Mais il y a la cosmogonie Congo. Avec K. Mais tu connais le Bumuntu, qui est au Congo, hein? Le Kimuntu, oui, c'est la même chose. Voilà, je connais. Oui, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Mais la cosmogonie, dis-moi. Non, je veux dire juste la façon dont les planètes influencent la vie, toute cette connaissance-là. Il faut l'écrire, il faut la vulgariser. On ne fait pas ce travail-là. On doit codifier tout. L'Afrique a un souci, il ne codifie pas. Même en termes de musique. Tout le monde aime la rumba. Mais un cours de tango, tu t'inscris, tu n'allais pas chasser à gauche, pas chasser à droite. On doit codifier la rumba. Il faut écrire. Il y a un monsieur qui s'appelle le sénateur Didier Moumengi qui a fait un beau travail dessus. J'invite les gens à le lire. Mais on doit travailler à la codification, à écrire, à transmettre. Lui, il a fait sur la rumba? Sur la rumba. Il a fait un premier travail qui est très intéressant sur autant l'économie de la rumba que ce que la rumba représente. Parce que ce n'est pas qu'une musique. En fait, en Afrique, rien n'est cloisonné. On n'a jamais autant incarné la transversalité. Si on parle de musique, on parle de rumba, on parle de kumba, le nom originel de la rumba. On parle de la traite des nègres parce que cette musique raconte comment des Noirs sont allés aux Amériques. Donc cette musique a voyagé, comment elle s'est imprégnée des cultures locales, comment elle est revenue avec un nom déformé de kumba, c'est devenu rumba, parce que dans la façon de prononcer, ça a été déformé au fil des voyages. Pareil pour tout ce qui est religion, le candomblé qu'on retrouve au Brésil, je pense. En fait, en Afrique, à chaque fois, tout ce qu'on dit raconte de grandes choses. Et j'aime dire, quand je parle du bassin du Congo, on ne peut pas parler de grandes causes de l'humanité sans parler du bassin du Congo. Donc, on est tellement au centre, quand on parle de notre soft power, comment on hésite à parler? On parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais on sait que le général de Gaulle était au Congo, Brazzaville, capitale de la France libre, et Eboué, qui dirigeait l'AEF, qui a soutenu le général de Gaulle, a été important pour que la France, donc les Alliés, gagnent la guerre du monde. Gagnent, oui, la Deuxième Guerre mondiale. L'idée, c'est que faut qu'on sache un peu où est-ce qu'on se place à chaque fois. Et dans l'histoire même contemporaine, on a un rôle important. On parle aujourd'hui des causes de préservation de la planète, on a des tourbières de carbone chez nous, deuxième poumon de la planète. Donc, toutes ces causes importantes de l'humanité ne peuvent être évoquées sans parler de l'Afrique. Pas comme, en plus, comme acteur qui vient vraiment réparer les maux de l'humanité. On en est là. On parle de l'IA. Où est-ce qu'on va trouver des terres rares? C'est en Afrique. Aujourd'hui, en fait, il y a une forme de... C'est comme si, quelque part, on nous envoyait un message pour dire « Rien ne se fait sans vous, il n'y a que vous qui ne le comprenez pas. » On va t'envoyer une punchline, là. C'est vrai. Rien ne se fait sans vous, il n'y a que vous qui ne comprenez pas. C'est tellement vrai, tellement lourd de sens. Et en fait, j'essaie de me poser la question de comment on fait pour diffuser ce message au plus grand nombre, tu vois? Est-ce que c'est un travail de marketing qu'on doit faire, tu vois? Oui. Pour que tout le monde se dise, ben oui, en fait, moi je me bats avec mes moyens,
j'essaie de fit à un monde qui ne veut pas de moi, d'absorber la culture des autres, et ça crée des dégâts dans ma famille, dans mon être. Tous les problèmes que tu évoques par rapport à la nature, les gens sont devenus écolos quand on a décidé qu'il fallait être écolo, alors que normalement quelqu'un qui a une vision traditionnelle africaine est écolo par nature, il a le respect des éléments, le respect de l'humain. Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Comment est-ce qu'on fait pour diffuser ça, pour faire en sorte que les gens se disent ouais, eh bien il faut. Et comment est-ce qu'on crée des business models aussi pour faire en sorte que on puisse travailler sur ces sujets-là sans que ça coûte à nos activités principales, tu vois. C'est ça Très bonne question. Déjà, faut trouver des gens qui sont dans des dynamiques modernes, dans des structurations où on essaie de rendre rentable ça, parce qu'on a un problème avec ça. Moi, je fais des événements gratuits jusqu'ici, t'as remarqué, et on a échangé longtemps sur ma masterclass. Je te disais bon, quel prix, qu'est-ce que je fais. T'as vu mon rapport, comment c'est difficile pour moi de mettre un prix. Voilà un sujet sur lequel il faut que je travaille. Et ça, c'est des atavismes qu'on a aussi de notre culture. On est tellement dans le partage et gratuit, entre guillemets, parce que même les œuvres d'art, on le dit pas assez. Pourquoi il n'y a pas d'œuvres d'art quand on remonte dans l'histoire de l'Afrique qui appartiennent signées? Parce que chez nous, ça appartient à la communauté. Tout à fait. En Europe, c'est signé, un tel a signé, tout ça. Donc, il y a des œuvres d'art qui sont pas signées. Et on a ça en nous. C'est un avantage parce qu'on crée du lien, comme j'aime le dire, mais pour lancer un business, souvent, on a tendance à, voilà, on a du mal à mettre un prix, ou voilà, ce lien-là pose les choses. Moi, j'ai mis un prix sur la masterclass. J'ai pris le parti de dire, bon, capacité 40 personnes, ceux qui viennent pas, faut un écrémage aussi, ça, on emmène des gens de qualité. Et parfois, je dis, ça peut vexer, on ne sauvera pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui faut pas perdre du temps. On va perdre trop de temps à vouloir dire que des débats interminables. On est fort pour ça. On prend des gens où il y a déjà quelque chose qui gère mon nœud et après on fédère. Mais il faut trouver des leaders, définitivement. C'est pour ça que quand je parle de leadership, je veux créer une communauté. C'est pour ça que je t'ai invité pour la prochaine masterclass, que tu as accepté. Et chaque personne qui passe, là on en a reçu 6, comme il y a 3 invités à chaque fois, on va être 9 avec l'autre qui viendra. Et ces 9-là, je vais leur dire, on va faire un événement plus grand après. Il faut qu'on crée une communauté, on ne pourra pas faire autrement. Si je fais seul et je change à chaque fois, non. Il faut que tu me dises après, non, en fait, là, sur ton positionnement, creuse telle partie, ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionnera. C'est déjà ce que tu fais avec Black Network. Et voilà, il faut aussi que j'accepte de dire, oui, bon, ça coûte combien. Que tu me fasses une ristourne, c'est une chose, mais il faut que je paye. Et quand je reviens, le soutien passe par la caisse, j'adore cette phrase. Et qui sort s'en sort, j'aime aussi. Et même traditionnellement, ça va faire sourire, je me souviens, en tout cas, des anecdotes ou ceux qui le font, quand ils allaient voir des traditionnalistes pour les sauver, ainsi de suite, même quand le gars était de la famille, faut toujours laisser une pièce. Ceux qui connaissent. Symboliquement, on laisse toujours quelque chose. Et il faut laisser quelque chose qui te coûte quelque part. Il y a rien sans rien. Nous, quand on avait des répétiteurs, pour parler de mon père voulait pas qu'ils viennent. Il voulait que nous, on aille. Il dit, il faut aller vers le savoir. Ça a l'air de rien, mais ça aussi, c'est culturel. Donc, il faut qu'on apprenne à payer pour ça. Donc, pour répondre à la question, trouver des personnes qui peuvent relayer ça et qui modernisent la chose. Moi, j'ai du mal avec des discours un peu poussiéreux. Il faut moderniser la chose. Et même, tu sais, Tanguy, tu pourrais venir habillé en boubou à chaque fois. En fait, ça déplace le débat. Le débat n'est pas dans le boubou. C'est dans le mindset, dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je fais les masterclass en polo très sobre. Des fois, je vais peut-être évoluer parce qu'il y en a qui me disent non, mais un boubou, je suis ouvert. Mais le débat est dans la réflexion, dans la tête. Et c'est dans la tête qu'il faut travailler les choses. Et pas dans le vestimentaire, même si le symbole peut être important. Tu vois, t'es un bon Congolais, tu sais que la griffe est... Enfin, je comprends. C'est important aussi, tu vois. Mais parce qu'en fait, ça crée un filtre, malheureusement. Et des gens qui vont voir que t'as pas l'habit, eh bien, ils vont même pas chercher à aller derrière. Et donc, alors, l'idée, c'est de, justement, dans cette dynamique-là, comme tu l'évoques, l'idée, c'est de faire le marketing qui fait que il y a moins de friction pour que ton message arrive chez l'autre, tu vois. Et il y a tout un travail là-dessus. Vraiment, je pense que faut se mettre à plusieurs pour réfléchir sur ça. C'est pas facile, hein. Et trouver des gens qui font déjà des choses. C'est surtout ça. Tu vois. Ceux qui sont dans l'action sont toujours différents de ceux qui sont dans la discussion. Je connais des gens des érudits, mais qui n'ont jamais agi. À un moment donné, j'ai dit, bon, avec mes 10% de connaissances, je vais faire ce que je peux. Tonton, voilà. Dans tous les cas, je vais avancer. Et c'est dans l'action que je vais trouver les choses. Mais en fait, il faudrait s'appuyer sur des influenceurs, des gens vraiment, des gens qui sont en mesure de relayer le message, quoi. Parce que
pour moi, ça, c'est fondamental. Vraiment, moi, je suis jaloux quand j'entends les Chinois, quand j'entends les Japonais, quand j'entends même les Américains. En fait, on est tellement imprégnés de la culture américaine qu'on se rend pas compte qu'on a bouffé leur culture et leur paradigme, tu vois. Exactement. Et je sais plus dans quel pays on parlait, on disait, quand tu fais une réunion là-bas, tu sais que les gens, ils auront systématiquement 3 heures de retard. C'est la règle, tu vois. Ah oui. Mais quand on en parle, nous, entre nous, mais non, toi, t'es un négro, voilà, tu vas jamais t'en sortir. Mais là-bas, ça se passe comme ça, tu vois, et le pays s'en sort. Enfin, pour moi, c'est vraiment grave. C'est vraiment, toi, c'est vraiment, tu touches un problème central, qui est central. Vraiment, 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 vraiment. Maintenant, il faut, ça, nous, je pense, de faire le travail jusqu'au max, quoi, tu vois, et d'épouser les codes de ce siècle et de savoir qu'est-ce qui touche aujourd'hui les gens. C'est là le plus important. Épouser les codes d'aujourd'hui pour faire passer notre message. Tout à fait. Il y en a qui le font. C'est ça. Voilà, faut vraiment moderniser la chose parce qu'on peut être dans la trend. On peut manger du manioc, des émincés, s'ils veulent, des émincés de bouts de manioc. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le travail à faire. Manger du sakasaka dans des verrines s'il faut, ça me dérange pas. Donc le sakasaka passe. C'est, voilà, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est ça la démarche. Et ils l'ont fait, ils le font, d'autres comédiens l'ont fait. Ce qu'on mange aujourd'hui des Japonais, c'est pas ce que mangent les Japonais chez eux quotidiennement. Tout à fait. Donc ça a été adapté pour, voilà, comme McDo, c'est de la pub, pardon. Comme certains fast-food adaptent leurs recettes selon le pays. À nous de travailler dessus. Mais il faut cibler des gens qui font des choses. Et je pense que dans ma démarche, c'est vraiment aller trouver des gens qui font des choses et voir si y a un intérêt pour ce qu'on fait pour faire ensemble. Non, on est d'accord. Et si on revient maintenant sur des aspects un peu plus pratiques liés à ta masterclass, quelles sont les 3 questions que une personne doit se poser pour avoir son arbre de leadership, pour avoir ses valeurs fondamentales et qui font sa singularité dans son leadership? Africain, bien sûr. Bien sûr. Il faut se dire qu'est-ce que mon père m'a transmis. Ou la situation. Peut-être mon père s'était énervé contre son employeur qui l'avait pas payé ou qui avait manqué de dignité. Cette anecdote-là. Il y a des anecdotes qui structurent un être. Faut se rappeler des valeurs. Peut-être mon père était très famille, des valeurs de solidarité, ou mon père voulait l'excellence. Et faut faire l'inventaire de ces choses-là de manière décomplexée. Il y a des choses que nous ne voulons plus. Mon père était très autoritaire. Faut aussi le faire, ça. Avec nous, dialoguer pas avec ses enfants. Moi, voilà où je place mon curseur. Qu'est-ce que je reçois, que je veux garder et amplifier? Qu'est-ce que je veux améliorer ou arrêter? Ce travail, il est important. C'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Il y en a qui, voilà, il y a des choses qui se répètent. Mon père était très dépensier ou mon grand-père, ça a l'air de rien. Le rapport à l'argent est important, très important. Le rapport à la femme est important. Faut travailler dessus. Faut se poser ces questions-là. Et puis après, faire son marché. Donc, il y a les racines, les valeurs qu'on a reçues de nos parents. Dans le tronc d'arbre, des valeurs que nous avons déjà. Faut se connaître ou demander aux autres de dire qui nous sommes. Et puis après, les branches, vers quoi on aimerait partir. Ah, j'aimerais vraiment travailler sur l'excellence. J'aimerais travailler sur la prise de parole en public. Le verbe est tellement important. C'est pour ça que tout le monde en parle aujourd'hui. Ok, on a dit, ouais, la glossophobie, c'est avant la mort, tout le monde a peur de parler. Parce que dans le verbe, il se passe des choses juste incroyables. Il y a des choses qui passent. Donc, travailler dessus aussi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler. Je fais une digression. J'ai répondu à la question, je vais plus loin. Je suis bavard. Ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'ont pas travaillé sur les valeurs reçues, les valeurs transmises. Et ça fait des blocages. La voix, il y a des choses qui passent dans la voix. Après, pour finir, c'est pas un mimétisme à avoir. Il y en a qui viennent parce qu'on fait des accompagnements maintenant en prise de parole en public au sein des ACC, qui veulent parler comme d'un tel ou comme un tel. En fait, non. Faut travailler sur l'authenticité dont on parle à chaque fois, c'est ça. Tout à fait. Une personne timide doit accepter sa timidité. L'idée, c'est passer un message, que l'information passe et que l'émotion appropriée soit associée au message. Et c'est tout. Il y a des gens très introvertis qui prennent la parole, qui font mouche parce qu'ils sont alignés, ils sont eux-mêmes. Il faut travailler sur qui on est. J'ai répondu, après je suis allé plus loin. Ouais, non, mais t'es là pour ça, de toute manière. Mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont perdus quand tu leur dis, il faut travailler sur qui tu es. Et là, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo ce lundi-là, sur ce sujet, sur la connaissance de soi, l'importance de la connaissance de soi, et la pertinence de bien se connaître pour être performant économiquement, tu vois, et performant dans sa carrière et performant dans son business. Mais souvent, les gens se disent, mais ok, une fois que j'ai dit ça, comment je fais, tu vois? Ok, mais on s'assoit. On dit comment tu vas alors? Pourquoi quand tu prends la parole, tu te sens pas, tu as l'impression de pas être à ta place. Non, j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Mais on s'en fout. C'est l'émotion, c'est l'attitude, c'est l'intention. Un bébé comprend son père. Il comprend pas les mots, il comprend l'intention.
Pourquoi les bébés, des fois, ne pleurent pas quand les mamans engueulent? Parce que l'intention n'est pas d'engueuler. Ils le ressentent, les enfants. Ils disent, maman, elle s'énerve, mais l'intention n'est pas là. Donc, travaillez sur votre intention. Et acceptez les émotions telles qu'elles viennent. Ça a l'air de rien, mais on fait des exercices. Et puis, la respiration. Les gens, souvent, ont le souffle coupé parce qu'ils ont du mal à respirer. Respirer, faire monter le diaphragme. Il y a des méthodes à avoir. Marquer un temps de pause. Et ça aussi, on l'apprend dans le leadership culturel. Écoutez nos grands-parents, comment ils parlaient. Des fois, on venait voir un grand-père. Ah, grand-père, il faut que je te voie, j'ai un problème, passe à la maison. Déjà, il ne peut pas parler debout à la sauvette, il s'assoit avec toi. Souviens-toi des silences des grands-parents. Tu poses une question, 30 secondes de silence. Il impose le silence. Mais c'est ce que font certains présidents. Quand on repense à l'échange Poutine-Sarkozy, je pense qu'il y a eu des silences. Et ça, c'est dans notre culture. La culture du proverbe. Ça, c'est important. Un proverbe crée un contexte. Il y a des images, la métaphore du feu, la métaphore du fleuve. Prenez la parole, retenez 3 proverbes, placez-le. Et puis souvent on dit il faut briser la glace. Une anecdote, enfin il y a des techniques qui existent, mais d'abord l'intention est accepter qu'on n'a pas beaucoup de vocabulaire, accepter, on va dire juste ce qu'on sait sans plus. Combien de fois, moi j'ai pris la parole il y a 10-15 ans, quand je commençais à parler, des fois on chroniquait des livres, j'étais dans une association, des fois j'avais bossé le livre de manière incroyable. C'était tellement lourd. Il n'y avait pas d'intention si ce n'est de dire, ah, vous avez vu, j'ai lu le livre. Il ne se passait rien. Et des fois, j'avais lu la 4e de couverture, la biographie de l'auteur, et je faisais mouche. Parce que l'intention était là. J'essayais de transmettre l'émotion qui pouvait avoir derrière le sujet traité par le livre. Et les gens, voilà, c'est l'émotion. Et l'émotion n'est pas nègre. Contrairement à ce que dit l'autre. C'est gore. Et voilà, mais c'est un travail énorme. Moi, je continue d'apprendre, et de rencontrer des gens qui m'apportent des choses, ainsi de suite. Et voilà. Et quels sont les modules qu'on retrouve dans la masterclass? Alors, on fonctionne pas en termes de modules, mais il y a des thèmes qui sont abordés à chaque fois, et j'essaie, moi, de le faire de manière un peu didactique. Donc là, on a abordé dernièrement questionner son ascendance. J'ai essayé d'expliquer comment, en faisant son arbre généalogique, on avait des réponses qui pouvaient être apportées. Comment on pouvait faire des exercices pratiques, mais il faut venir pour voir un peu comment ça marche. Et après, je veux des gens qui incarnent le sujet. Et donc, il y a eu Placide Oussou du groupe Maasai, qui a parlé de la transmission. Comment lui, dans sa fratrie, bien qu'il soit pas le premier, il a dû recevoir et transmettre cette difficulté à transmettre à ses enfants. Et ça passe par la mise en situation, des anecdotes, et ça a l'air de rien. Et c'est comme ça que les gens derrière posent des questions. L'idée, c'est pas la maïeutique de Socrate, on n'a pas cette prétention-là, mais que les gens soient là pour interagir. La masterclass est faite, se construit grâce à l'interaction avec ceux qui viennent assister à la masterclass. Le prochain événement, ce sera sur le storytelling. Donc, Tanguy de Bangui sera là, il a son parcours, il va le partager. Rien que le partage de ton parcours, ça réveille des questions. Parce qu'en fait, dans l'assistance, chacun vient avec pas ses traumas, mais quelque part, ses attentes qui sont différentes. Donc, il faut faire parler le public. Il y a des personnes introverties qui ne parleront pas, mais qui verront que des questionnements qui sont soulevés résonnent avec leur démarche. Et c'est ça. On ne sait pas ce que ça donnera quand on vient, mais je sais que j'ai des gens qui ont un parcours. Et derrière, ils délivrent et qui partagent avec moi cette approche qui dit que l'enracinement permet l'élévation. Voilà. Ok. Et j'ai vu que tu as sorti des vidéos avec des feedbacks. Quels sont les feedbacks qui reviennent le plus souvent de ce que les gens retirent de ces masterclass? Écoute, dans les masterclass, il y a toujours, j'essaie d'inviter quelqu'un qui a une hauteur de vue, qui nous parle d'une tradition vraiment ancestrale. Là, il y a eu Hakim Adjibi qui a parlé du Fa. C'est une tradition. C'est chez les Nigérians, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a un béninois aussi, je pense. Et on se rend compte que l'origine de l'octet vient du Fa. Ok. Ouais. Et dans le Fa, on jette des coris par terre. Par exemple, nous, on appelle ça le dzeke. Et la face concave et convexe, en fait, renvoie au binaire. C'est incroyable. Donc, il y a toujours la dimension très haute qui fait que les gens qui viennent apprennent un peu sur le plan historique, comprennent la grandeur de l'Afrique, il faut toujours appeler ça. Et après, on revient un peu plus bas, où il y a eu des exemples sur des familles, des situations qui ont créé le sens de la résilience, enfin, des choses comme ça. Et les retours, finalement, c'est de se dire que les gens se disent, en sortant de là, ah oui, quand je suis sorti de là, je me suis revu avec ma grand-mère. Il y a une amie qui disait ça, au bord du fleuve, qui me transmettait certaines valeurs oubliées et ce genre de choses. Et après, les gens sont très demandeurs pour des tips sur les prises de parole en public. Ah ouais? Beaucoup. Donc, on échange un peu sur ce qui peut être fait, comme j'ai fait là, sur des techniques. On donne la parole à certains pour qu'ils s'exercent pendant la masterclass.
Mais les retours, c'est que vraiment, les gens ont envie de revenir pour creuser. Et je me rends compte qu'il y a certaines parties qui étaient là dans la première masterclass reviennent dans la deuxième parce que on crée vraiment cette communauté et on s'accompagne. Et quels sont, dans les discussions que tu as avec toutes ces personnes qui interviennent, et même quand tu as creusé le sujet, quels sont les blocages que tu vois qui sont hérités souvent de nos parents? Tu as parlé tout à l'heure de l'argent, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des blocages que tu identifies particulièrement et tu dis, bon, bah voilà, il faut que la communauté travaille là-dessus? Ce serait quoi? Je sais que, je sais pas si c'est si répandu que ça, mais il y a des personnes à qui on ne donnait pas la parole dans leur famille. On dit, oh, toi, ou c'était les derniers de la famille, ils parlaient pas, ou ils réussissaient moins, donc ils étaient moins écoutés. Donc c'est ces traumas-là que je revois des fois. Au final, 20 ans, 30 ans après, pour prendre la parole, il y a des blocages qui existent par rapport à ce qui vient de là. Donc c'est assez complexe de travailler dessus. Mais ensuite, il y a au niveau de la technique, les gens qui parlent plutôt bien, mais qui ne voient pas l'écho de ce qu'ils font, parce que c'est pas assez incarné, parce que faut des citations, parce que faut des références. Je pense que c'est important. Moi, c'est anecdotique, mais je dis aux gens, même sur au travail, ne pas hésiter à mettre un peu qui on est. Je m'étais amusé à signer soit au Rouge ou dans quand même un bout ici en France qui veut dire merci beaucoup en maquois. Mais c'est rentré. Ça a l'air de rien, mais il faut à un moment donné accepter qui on est. Parce que souvent, et moi le premier quand je suis arrivé, moi je suis né en Afrique, on a tendance à gommer notre identité et on est écartelé. On a un souci par rapport à ça. Il faut essayer d'être soi-même et voilà. Et ça aide même pour la prise de parole en public. L'idée, c'est être soi et travailler à l'estime de soi. Identifier comme ça un problème récurrent, c'est pas évident. C'est très personnel tout ça. Mais travailler sur l'estime de soi, c'est la clé. D'accord. Et est-ce que tu as identifié des situations où peut-être toi personnellement ou dans ton entourage, des gens qui sont servis de leur culture et ça les a aidés pour du business ou pour du professionnel, quoi, tu vois. On a évoqué un peu tout à l'heure celle qui a fait la tantine, mais je pourrais parler de Adriana Talensi. Il y a eu un défilé récemment d'Adama Paris. Elle a clôturé le défilé et elle travaille sur le raffia. Le raffia, c'est le tissu traditionnel du royaume Tekioko. Donc là encore, c'est la tradition. Elle a travaillé sur le raffia et je pense à Sarah Diouf, qui est congolo-sénégalaise, je pense, congolo-malienne, je ne sais plus, qui a habillé Beyoncé. Oui, tout à fait. fait. Aussi, elle travaille sur des tenues à la base africaines. Elle en a fait du business et il y a du chiffre concret. Donc, il y a des pistes dans ce sens-là. Mais ce qui m'intéressait plus, c'est, tu vois, je pense toujours, c'est mon beau-père qui me raconte toujours cette histoire-là. Il m'a dit, quand il était venu, il est douanier, et quand il est venu dans les années peut-être 80 pour se former ici en France, il était formé par, tu vois, les aristocrates presque, tu vois, les anciens de la douane et autres, des grands militaires. Et quand il venait et qu'il mangeait chez eux, il versait un peu, tu vois, avant sur le sol. Et je me disais, mais pourquoi tu fais ça? Et donc là, il expliquait. Et quand il a commencé à faire ça, la personne en face a commencé à le respecter, tu vois. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, la personne lui dit, bah, tu vois, moi, chez moi, on fait comme ça, chez toi, tu fais comme ça, bah, voilà. J'aime bien discuter avec toi parce que j'apprends des choses, je grandis. Et ça fait que ça crée un respect dans le business et qui permet de créer des liens qui sont différents, quoi, tu vois. Et toi, ce que tu as dit, j'ai entendu ça dans une de tes interviews, tu dis, le lien précède le contrat chez nous. Et ce que j'essaie d'identifier, c'est, quelles sont les spécificités de notre manière à nous de faire du business ou de vivre qui peuvent avoir cette résonance-là lorsqu'on entreprend, quoi. On est sur la partie où il faut discuter ou créer l'intérêt chez l'autre. Et vraiment, on crée l'intérêt si on puise dans des choses qui nous sont propres. Moi, j'étais allé voir, il va rigoler, Georges Bacci, qui est un membre des ACC. On avait rencontré des ressortissants occidentaux, européens. Enfin, c'est des jeunes qui venaient de l'Union européenne. Donc, on avait des sujets sur la guerre, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite. Et lui, à un moment donné, il s'est mis à raconter comment fonctionnaient les gargotes en Afrique. Comment les boui-boui, les nganda. Les nganda, d'accord. J'ai gargotes, ça sonne bien. Vraiment, tu l'as francisé le truc. Les nganda. Et j'ai vu que tous ces jeunes qui étaient en fait des figures quand même, des jeunes très bien formés, qui faisaient Sciences Po, ainsi de suite, se sont arrêtés sur ce sujet-là. Je me suis dit, ah ouais, moi j'étais parti, je parlais de Staline, ainsi de suite. C'est intéressant, mais qu'est-ce que je veux dire de plus que les historiens n'ont pas dit? Exactement. Et Georges Bacci, à ce moment-là, a eu toute l'attention pendant 1 heure. Il a dit comment s'organiser les gargotes, comment les Nganda étaient structurés, comment ça marchait, pourquoi le jeune Africain aime aller là-bas, pourquoi même aujourd'hui, quand des jeunes vont en discothèque ici en France, beaucoup
se retrouvent au petit matin dans un Ganda de fortune ici dans Paris, parce qu'il y a du lien, parce que socialement ça a du sens, ainsi de suite. Et ça a intéressé. Ouais. Alors, lui, je sais qu'il va faire des débuts de boissienne, des idées de business dans ce sens-là. Si sur le moment, il avait un contrat à proposer, un business à faire, il y aurait eu un intérêt. Ils auraient au moins dit, ah ouais, genre, je vais regarder. Donc, c'est ça. Ça nous rattrape. Qui nous sommes, nos traditions, notre quotidien, quand on le partage, ça crée de l'intérêt. Donc, tu fais partie de ceux qui considèrent que, comment il s'appelle? Fally a bien fait d'amener Macron dans un Ganda. C'est un vrai débat. Hein. C'est un vrai débat. Non, là, après, qui utilise l'autre? C'est toujours ça. Ouais. Vrai sujet. À qui ça sert le plus? À Fally, j'en doute. Tu penses? Il n'a pas besoin de ça. Il est installé. Donc après, faut utiliser toutes les armes. Hein. On est dans un business quelque part. Ouais. Et c'est Jérôme Ebela ne me contredira pas, toi qui connais bien Kenzie. À un moment donné, tu fais le business. Si derrière, ça arrange des affaires de Fally, très bien. Je pense que personne n'est dupe. Ouais. Voilà, c'est un coup médiatique sûrement pour Macron. Et montrer une proximité avec le président de la RDC ou les peuples africains. Et la politique française, c'est très complexe. Ils ont un travail à faire. Ils en ont conscience. C'est pas évident. L'échange qu'il y a eu entre Macron et Félix Tshisekedi montre bien que il y a des plaies ouvertes. Donc, voilà. Chacun a son combat. Et Fally, il a fait son coup. Si, tant mieux pour lui. Hein. Mais tu vois pas une pertinence particulière à avoir fait ça dans un Ghana. C'est ça surtout qui m'interpellait quand tu parlais de l'intérêt des gargotes, comme tu disais. On peut aller plus loin dans la diplomatie française. C'est très réfléchi, c'est pas anodin. Quand je parle de soft power, nous on a un soft power mais qui est inconscient. Ouais. En France, on parle de l'Alliance française, on parle des IFC, une centaine dans le monde. En Chine, il y a 600 instituts Confucius. C'est incroyable. Il y a un travail de fond qui est fait. Et il faut le faire. Mais en fait, alors ça, peut-être j'ai dit de poser la question déjà la dernière fois, mais je réfléchis toujours à ça. Je me dis, à quel moment, si on réfléchit en stratégie, tu vois. Et donc, la stratégie, c'est, on a un objectif et on va utiliser des moyens pour atteindre cet objectif. Notre objectif à tous, je pense qu'on est alignés là-dessus, c'est la résurrection du continent africain. On est tous dedans, via le panafricanisme ou pas, mais en tout cas, on veut qu'il y ait une certaine résurrection du continent. Dans ce travail-là pour la résurrection, qu'est-ce qui est prioritaire? À quel moment le soft power arrive? Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu vois, la Chine, tu viens de le dire, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que maintenant qu'ils commencent à faire du soft power. Mais pendant des années, ils ont fait autre chose. Les Américains, ils ont fait très tôt, avec Hollywood notamment. Donc, comment est-ce que nous, on doit se positionner? Pourquoi? Voilà. Ok. Nous, le soft power, il nous tombe dessus. En fait, il y a quelque chose qui naît. Autant surfer sur ça. Il n'y aurait pas eu cet écho de l'Afrique, des tenues africaines, des sapeurs. Ok, mais là, ça nous tombe dessus. Autant qu'on travaille dessus. La première chose à faire, c'est identifier ceux qui s'illustrent en Afrique, dans le monde. Les États n'ont rien fait pour aider Serge Ibaka. Si, ponctuellement, il s'est qualifié, je crois, pour les JO grâce au Congo. Serge Ibaka, il y a des écrivains. Voilà, il y a des chercheurs comme Francine Toumi au Congo-Brazzaville, qui est classé parmi les 100 scientifiques les plus en vue. Voilà, c'est des gens qui se sont faits sans le pays. Donc le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on identifie, on cartographie, il y a 100. Ces 100-là, vous les mettez aux petits soins. Vous dites, voilà, on va travailler avec vous. Faites à ce que, vous parliez du Congo, vous connaissez des chercheurs, des scientifiques, on va faire un prix peut-être congolais, ramenez-nous ces chercheurs-là le temps d'une rencontre. On essaie de le faire. On a fait le sommet des 3 bassins. Bassin du Congo, je crois il y a l'Amazonie et le Mekong, pour essayer de rayonner dans le monde. C'est important de faire ça. Tous les festivals qu'on fait, ça crée toujours des emplois indirects et ça draine du monde. Un autre sujet dont on parle pas, moi j'aime l'associer aux industries culturelles, c'est le tourisme. Le tourisme permet de travailler. Si on travaille son soft power, le tourisme gagne. Le Bénin, Patrice Talon, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un cas d'école. Ce qu'il fait, c'est énorme. Il a vraiment bossé. Tout le monde parle du Bénin aujourd'hui, plus du Bénin que du Sénégal. Et il va se passer quelque chose. Parce qu'il a bossé sur son soft power. Il a travaillé sur le vaudou. Il a travaillé sur un film sur la restitution des œuvres d'art. Même les œuvres d'art, c'est très marginal ce qu'il a reçu. Moins d'une trentaine d'œuvres d'art, il y en a beaucoup plus. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Un événement énorme, réception des œuvres d'art, et ainsi de suite. Donc, nos pays dans l'Afrique centrale, vous prenez les Serge Ibaka et autres, vous les réunissez, vous travaillez avec eux, créez des événements où Serge Ibaka invite des basketteurs connus, ainsi de suite, ou un écrivain invite des écrivains dans le monde connu, Alain Mabankou, pour ne pas le citer, par exemple, et on fait ça. Sauf que vous tournez le dos aux enfants du pays, qui, par ailleurs, ne travaillent sur le soft power de fait.
Et même les productions littéraires et tout ça, ça travaille dessus. Donc, Ouais, ce que tu réunissez veux ces dire, c'est gens-là. qu'il y a une opportunité. C'est On ça. est là, En gros, il y a c'est une ça. opportunité C'est ça. et on serait bête de la laisser passer, quoi. C'est ça. C'est ça. Non, j'entends. Et le tourisme, c'est une industrie de l'offre. Travaillons à une offre touristique Mhm. et ça viendra. Mhm. Tout le monde va à Afro Nation et tout ça parce que l'offre, elle est claire. Tout à fait. On peut travailler sur le divertissement. On peut travailler sur un tourisme qu'on appelle maintenant régénératif, où on va voir les gorilles à dos argentés, mais on travaille à les conserver, il y a différentes choses sur lesquelles il faut travailler. Mais il faut travailler sur l'offre, appeler des spécialistes. Il n'y a pas de raison que le Congo n'attire pas du monde pour parler que du Congo. Non, mais attends, moi, j'ai mon cousin qui a vécu à Pointe-Noire pendant, je crois, 5 ou 6 ans. Et quand il venait d'arriver, il m'a envoyé des vidéos des baleines au large du Congo de Pointe-Noire. J'avais les larmes aux yeux. J'ai jamais su qu'il y avait ce type d'attraction, entre guillemets, tu vois, au large du Congo. Et en fait, c'est vrai que c'est comme si on était assis. En fait, voilà, ça fait partie des mines d'or sur lesquelles on est assis. Ah et oui, qu'on n'exploite pas, franchement. quoi. C'est ça. Nous, on a la porte de Loango. Beaucoup de captifs ont quitté le continent par la porte de Loango. Peut-être au moins autant que Gorée. Personne ne connaît la baie de Congo qui est à Pointe-Noire. Ouais. Et c'est dommage de pas travailler dessus. Donc, il y a des projets, mais on traîne à mettre les choses en place. On veut des résultats à court terme. Alors que ce qu'on a potentiellement, les afro-descendants, c'est une manne pour nous. Tout à fait. Voilà. Il faut une volonté politique. Non, il y a tout un travail. Ok. Et si toi, t'arrives au bout de ta mission avec le leadership culturel, à quoi ressemblera la communauté, tu vois? Une fois que tu auras fait tout ce travail et tout, quel sera à quoi ça ressemblera? Et qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se lancent dans la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du continent. Que ceux qui entreprennent n'hésitent pas à entreprendre, à faire des sanza, on appelle l'ikembe chez nous, c'est un instrument. N'hésite pas à travailler, à créer des mutuelles adaptées à nos réalités. Des mutuelles? Oui, des mutuelles, pourquoi pas. Ok, d'accord. Non, mais c'est très pratique, c'est pour ça que j'avais pensé. Okay. Non, comme on veut répondre trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Donc, ceux qui travaillent sur du jeu, sur du gaming et tout ça, qui s'inspirent de notre imaginaire pour faire des jeux. Ouais. Et voilà, on a des expertises qui arrivent de plus en plus. Les petits qui arrivent, ils sont chauds, hein, comme on dit. Hein. Ouais, et donc, s'ils ont l'Afrique en eux, on sait que la tech, on parle beaucoup de la tech, mais qu'est-ce qui est vendu dans tout ce qui est industrie technologique et tout ça? Le matériau qui est vendu, c'est la culture qui est vendue finalement. Donc, s'ils ont notre culture en eux, ben que ça se retrouve dans tout ça. Non, ça va faire la différence. Est-ce que tu as un livre sur le leadership culturel qui t'a marqué, que tu as envie de recommander? Alors non, pas particulièrement, pas évident. Il y a des livres fondateurs, parce que le leadership culturel, c'est travailler sur l'estime de soi, travailler sur l'histoire de l'Afrique. L'étrange destin de Vangrin, c'est à lire. Ça rappelle des réalités et on travaille sur soi derrière, au final. Là, tu as cité une vraie référence. Hein. C'est une référence énorme. Mais faut expliquer. Parce que franchement, ces livres-là, tu vois, quand on parle, j'ai des frissons. Amadou Hampâté-Bâ, je pense que c'est le meilleur, c'est le meilleur auteur de... Non, c'est une référence. Non, tout le travail d'Amadou Hampâté-Bâ, c'était de nous raconter l'histoire de l'Afrique. Et là, en plus, l'étrange destin de Vangrin, c'est plutôt une histoire vraie. Et il n'est pas... Un entrepreneur. C'est ça. Non, c'était incroyable. Ça parle à tout le monde. Ouais. Et c'est pas binaire. Tu sais que pendant longtemps, on a voulu adapter au cinéma les 30 ans de Vangrin. Il n'a jamais voulu. Parce qu'à chaque fois, les scénarios étaient trop binaires. Il n'est ni gentil, ni méchant, le personnage. Il est juste aux prises avec les réalités africaines de l'époque et il essaie de s'en sortir. C'est un vrai Et je pense que là, un vrai roublard. Mais voilà, il y a des réalités. Ça structure un être. Moi, ça m'a vraiment structuré. Ouais, et il faut le relire, quoi. Voilà. Là, tu m'as motivé, là. Ah franchement, ouais. Franchement, tous les bouquins, oui, mon commandant, Vangrin, il y avait quoi d'autre? Amkoulel, l'enfant Peul. Il y en a un autre aussi sur la spiritualité où il parle de son maître spirituel. C'est lequel? J'ai oublié. Ah, je vois pas. Bon, en tout cas, il parle de son maître spirituel, Tcherno Bokar, tu vois. Oui, Tcherno Bokar. Et franchement, c'est des livres qui m'ont structuré. Là, tu viens d'en parler, j'avais complètement oublié. Je pense que c'est important de revenir à notre livre. On a des pionniers de la littérature. Oui, non. Et il faut revenir à ça. Tout à fait. Et eux, vraiment, ils étaient à cheval entre deux cultures. C'est les derniers qui ont pu nous raconter l'Afrique d'avant la colonisation. Tout à fait. Exactement. C'est ça sa mission à lui. Hein. Et sans phare. Vraiment, de manière très authentique. C'est ça. Spiritualité, que ce soit spiritualité, que ce soit sociale, que ce soit l'administration africaine. Non, franchement, à recommander, effectivement. Il faudrait qu'on pense à mettre dans les descriptifs de l'épisode. Et est-ce qu'il y a un rituel de ton enfance que tu pratiques avant une prise de parole en public? Est-ce que tu as des trucs, des petits
tips, des petits hacks là que tu prends de la culture afro, de ta culture, de ta tradition, pour te sentir puissant dans la prise de parole en public ou te sentir aligné au moins? Oui. Alors, pas forcément. En fait, il y a un rituel que j'essaie d'avoir à chaque fois que je doute un peu ou j'ai un challenge. En fait, en Afrique, on n'avance jamais seul. Faut le dire aux plus jeunes. Moi, il y a ce qu'on appelle l'égrégore. Il y a toute une lignée qui nous accompagne. Donc, moi, ce que je visualise, c'est que quand je viens voir Tanguy de Bangui, même si j'ai une appréhension, le studio et tout ça, je me dis que derrière moi, il y a des ancêtres qui sont avec moi. On ne marche jamais seul. On n'imagine pas à quel point ces gens nous protègent. Et donc, moi, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu avances, on a toute une lignée derrière nous. On n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est comme ça que je vois la chose. Et forcément, je me dis, on est quand même au moins 15 chez Tanguy, ça va bien se passer. Ah, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un mot en lingala ou en kikongo ou que tu voudrais qu'on introduise, ou un concept que tu voudrais qu'on introduise dans le business mondial? On en a parlé un peu, on parlait de tout. Il y a le kimuntu, c'est un mot Congo. Le fait d'être un homme, c'est une idée d'intégrité. C'est important qu'on soit intègre. Ouais. Parce que en plus, dans cette génération, je trouve beaucoup l'intégrité. Bon, écoute, il y a un business, il y a un billet à faire, on y va. Ça reste pas sur la durée. Et l'idée, il faut élever les gens. L'idée d'élévation, c'est important, quoi. L'idée de transcendance, l'idée de, voilà, on n'agit pas que pour soi. Et pour ça, le kimuntu, c'est important. Kimuntu. Ok. Enfin, dernière question. Quelle est la personnalité que tu rêverais d'inviter à une de tes masterclass, en guest à une de tes masterclass? C'est pas évident, hein. Il y a beaucoup de gens qui seraient intéressants. Beaucoup sont partis. Tu vois, Sankara est parti, Madiba est parti, qui incarne vraiment un leadership transformationnel important. Et écoute, là, on est pour parler, je vais dire son nom, d'une personne que j'aime bien, que j'aime son parcours, Aïssa Maïga, l'actrice. Ouais, bien sûr. Et dont le père a été proche de Sankara. Je savais pas du tout ça. Et là, vraiment, on parle de questionner son ascendance. Il a été activiste, très engagé. Et quand on comprend ça, on comprend la trajectoire d'Aïssa Maïga. Donc, on va envoyer le mail à son manager bientôt. J'espère qu'elle sera là. Et donc, voilà, cherchant des modèles à proximité. Et je le dis beaucoup à des jeunes. Des fois, ils ont un voisin qui fait des choses, mais ils veulent chercher Denzel. Denzel n'est pas dans ta réalité. Tout le respect que j'ai, pour moi, c'est le plus grand acteur du monde. Mais on a des gens au quotidien autour de nous. On a des gens qui font des choses. Et j'ai croisé Aïssa Maïga au défilé d'Adam à Paris. On a échangé rapidement. Si elle vient, je serais très content. Parce qu'à travers elle, c'est tout un engagement qu'on pourra questionner. Tout à fait. Et on revient même pas forcément à l'esclavage. Nos parents qui ont connu la colonisation, ça n'a pas été évident. Aujourd'hui, on a un devoir, parce que c'est comme ça que je vois les choses, une forme de mission d'être à la hauteur des combats qu'ils ont menés. Et voilà, qui repartent avec le fait qu'il faut vraiment être à la hauteur de cela et plus que jamais rendre hommage à ceux qui nous ont précédés. Ils ont balisé le chemin pour nous. Même quand ils n'ont pas atteint de carrière énorme, mais ils ont transmis des valeurs. Donc voilà, repartir avec ça, l'idée que nous sommes que le fruit d'un cheminement et tout le monde a la responsabilité d'essayer de faire au moins aussi bien qu'eux. Immigrés première ou deuxième génération, c'est le même combat. On est ensemble, on est d'accord. Merci Marien. Merci Tanguy. Est-ce que tu peux te donner les dates de la prochaine masterclass? La prochaine masterclass, c'est le 25 octobre, toujours à Hôtel Paris... Renaissance. Hôtel Maillot. Tu feras passer la fiche. Ouais, dans tous les cas, on mettra. C'est 143 avenue Malakoff, de 14h à 17h30. Donc, il y aura Tanguy de Bangui, il y aura Ludovic Herman Wanda, si je ne corrige pas son nom. Et Aïssa Maïga, si un confirme. Voilà, toujours 3 invités. Une communauté. Venez échanger. Et un cocktail ensuite. Et voilà, essayons de construire quelque chose ensemble. Merci, Maria. Merci.